Twitch Histoire d'apprendre pour discuter de, de l'histoire de la presse de faits divers. Ce qui est un sujet qui paraît assez récent, c'est vrai que les faits divers sont très importants aujourd'hui dans la presse. Les faits divers, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une information qui n'est pas en fait primordiale, pas hyper importante globalement. En fait, c'est pas les grands faits historiques, les grands faits internationaux, les grands faits économiques. Ça rentre pas dans une rubrique en particulier. C'est pas une rubrique politique, pas la rubrique économique, c'est pas la rubrique internationale, c'est pas la rubrique écologie. C'est pas quelque chose qui va déterminer les grands destins du monde et de la nation, mais qui souvent sont quand même très importants dans l'actualité, et c'est quelque chose que les gens ont tendance à vouloir suivre, quelque chose qui nous intéresse. Et souvent, c'est des types d'informations assez marquantes. Les crimes, par exemple, les crimes sont très importants dans la presse de faits divers. On peut trouver également les accidents et globalement tout ce qui va sortir de l'ordinaire. Et c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance dans la presse aujourd'hui, mais qui existe depuis longtemps. En fait, c'est quelque chose qui a tendance à intéresser l'humain assez facilement. Et on retrouve du coup cet élément-là dans l'Antiquité. On trouvait pas une presse de faits divers parce que la presse n'existait pas, mais des faits divers qui intéressaient l'opinion publique. Il y en avait dès l'Antiquité. Et en fait, la presse de faits divers n'est qu'un héritier. Là, comme je vous l'ai dit, les faits divers, ça intéresse l'opinion publique depuis l'Antiquité. Globalement, on trouve déjà du coup en moins 81 le meurtre de Sextus Roctus, qui est un riche citoyen romain, qui du coup était un proche de Sylla, qui était un homme politique très important à ce moment-là dans la Rome antique, et son meurtre va un peu défrayer la chronique. Enfin, après la chronique surtout pour l'élite, mais le peuple aussi va un peu comme s'intéresser à ce qui s'est passé. Donc, il y a eu il n'y avait pas de presse à l'époque pour en faire vraiment de la presse de faits divers, mais c'est très ancien. Plus récemment, il y a eu, quand la presse a commencé à émerger, 15e, 16e siècle, les premiers bases de la presse, il y avait des volumes dès le 17e siècle, par exemple, qui réunissaient les informations extraordinaires de l'année. Volume qui s'appelait Les Extraordinaires. Voilà, il se foulait pas beaucoup sur le nom non plus. Mais en tout cas, voilà, c'était du coup, on réunissait les événements un peu extraordinaires de l'année, les éléments surprenants qui s'étaient déroulés, donc tout ce qui concernait globalement les meurtres, les vols un peu rocambolesques et autres éléments du genre. Par exemple, on peut citer l'affaire des poisons en 1682, qui va défrayer la chronique. Donc c'est une affaire qui concernait la noblesse, où il y avait des nobles des femmes nobles qui auraient empoisonné d'autres personnes. J'ai pas les détails de ça, voilà, pas le sujet de savoir quelle était cette affaire-là, mais en tout cas, elle a défrayé la chronique. Et donc voilà, ça a tiré dans les prémices de la presse, les magazines, les almanachs. Cette information-là, ces éléments-là ont été pas mal traités. On peut aussi citer plus tard au XVIIIe siècle la bête du Gévaudan aussi, ça a attiré l'intérêt de la presse. On a ensuite la Gazette des tribunaux en 1825, qui est un journal qui suivait les procès en s'intéressant particulièrement à ceux qui étaient les plus marquants et extraordinaires. Et donc ça, c'est la médiatisation des procès, ça rentre aussi dans l'intérêt de la presse pour le fait divers, parce que les procès, c'est un ensemble de faits. La plupart des procès ne sont pas des faits hyper importants, même quand c'est un fait grave, à l'échelle de la nation, à l'échelle du monde, à l'échelle de l'humanité, c'est pas des faits importants. Mais la presse s'y intéresse, les médiatise et en fait des faits divers. Ça se développe, et ensuite on trouve, semble-t-il, en 1838 la première utilisation du terme fait divers, parce qu'avant on parlait plutôt d'anecdotes ou de faits extraordinaires. Le fait divers, premier terme apparaît en 1838, mais il reste alors quand même assez peu utilisé. C'est pas le terme qui s'impose. Le terme qui s'impose, ce terme va s'imposer plus tard durant la deuxième partie du 19e siècle, surtout par la presse populaire qui se développe alors. Et du coup, pour elle, le fait divers, ça va être quelque chose qui va être important. Pour plusieurs éléments, un des éléments importants dans ce succès de la presse de fait divers dans la presse populaire, c'est des informations qui sont souvent... Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de recherches, pas besoin de faire du fond.
tu te contentes de raconter ce qui s'est passé en mettant un peu de l'emphase dans la manière de raconter pour rendre ça passionnant. Donc c'est pas un truc trop cher à produire comme information. Donc pour une presse populaire qui essaye de réduire ses coûts de production pour réduire ses coûts de vente, c'est important. Et ensuite, c'est quelque chose qui intéresse le grand public. Et donc ça aide à faire vendre le journal. Donc évidemment, ça a du succès, ça a de l'intérêt, et voilà, ça rencontre son public sans trop de difficultés. Ensuite, on a, par exemple, on a du coup Le Petit Parisien qui va l'utiliser. Le Petit Parisien qui est du coup un des 4 grands journaux du monde à ce moment-là, du monde, qu'est-ce que je raconte du monde, de France, du coup avec Le Matin, Le Petit Journal, et du coup, alors le dernier c'est Le Matin, Le Petit Journal, Le Journal tout simplement, voilà, Le Journal tout simplement, qui sont les 4 grands journaux de la Troisième République, dont certains vont quand même, ils vont tous à un moment dépasser le million d'exemplaires quotidiens. Donc c'était pas des petits, de la petite vente du petit journal, c'était un phénomène de société, et c'est donc Le Petit Parisien sera un qui va le plus utiliser le fait divers, mais les autres vont aussi s'y mettre également. Parce que c'est quelque chose qui fait vendre et qui ne coûte pas trop cher. Je réponds juste à un truc. Fait divers. En sachant que son apparition dans la Troisième République n'est pas non plus forcément très surprenant. Pour 1838, donc Monarchie de Juillet n'est pas forcément très surprenant. Parce que c'est une période de développement de la presse, puisqu'il y a une libéralisation globalement de la presse avec dès 1830, donc sous la Monarchie de Juillet. Donc déjà, ça a permis un certain développement de la presse, et aussi une certaine plus grande liberté de la presse de traiter de ce genre de sujets qui, nous verrons ça plus tard, sont pas forcément très appréciés de l'élite. Parce que on considère que c'est un peu du sous-journalisme. Donc, ce qu'on parle à ce moment-là, c'est les crimes et délits, les accidents, les événements insolites, les difformités aussi. Lorsqu'il y a une personne qui a une difformité ou un bébé qui naît avec une difformité, la presse en parle parce que ça surprend, ça sort de l'ordinaire, ça intéresse les gens, même si au final, c'est pas une information de grand intérêt, mais ça fait bon. Et c'est ce qui compte. Ensuite, du coup, il y a les différents journaux de faits divers qui vont apparaître, donc qui vont se spécialiser là-dedans. Alors là, je vous ai mis une récente de journaux de faits divers. Enfin, Courrier Picard, qui n'est pas un journal de faits divers, mais là, on voit une qui parle d'un fait divers. On voit un type de une aussi de faits divers en guise d'étrenne, un couteau dans le cœur. Voilà, c'est vraiment le titre choc qui marque les esprits. Ensuite, on a du coup quelques presses anciennes spécialisées dans les faits divers. Donc les faits divers illustrés et l'œil de la police, qui sont deux spécialisés dans le sujet. Donc le premier, l'œil dans le premier, donc c'est les faits divers illustrés de 1905, créé donc en 1905, mais il va pas durer puisqu'en 1910 de mémoire, oui c'est ça, de 1910 il disparaît. C'était un journal qui racontait des crimes souvent sanglants, histoire de vraiment marquer les esprits, avec souvent une part de romancé. Il faut le rendre encore plus impactant pour le lecteur. Il faut rendre les choses grandiloquentes et rocambolesques. Et comme son nom l'indique, il y avait des illustrations. Donc on voit là, il y a une illustration du fait, drame de la jalousie, poignardé par son mari. Alors voilà, malheureusement, je ne sais pas si vous voyez bien vous sur le truc, mais ça illustre une femme là qui vient d'être poignardée, là c'est sûrement le mari. Donc vous voyez le genre. Ensuite, on a du coup l'œil de la police. D'ailleurs, oui, dans le fait divers illustré, on trouvait également des romans feuilletons. Donc il y avait un mélange du fait divers et de la fiction, et souvent du coup les romans feuilletons de l'œil de la police reprenaient aussi des faits divers pour en faire des feuilletons. Donc il y avait vraiment ce mélange des genres. Et les romans feuilletons, si vous voulez savoir un peu plus de quoi il s'agit, je vous invite à aller regarder la rediffusion de live sur la chaîne de Grogbeer, parce que j'ai été invité chez elle le vendredi soir, et on a parlé entre autres du coup de la presse des romans feuilletons. Donc je vous invite à aller voir si le sujet vous intéresse.
Du coup, ensuite, donc, il y a l'œil de la police. Donc, il y a l'autre miniature ici. Là, on a la sauvagerie d'un père, ou un homme qui attaque une fille. Donc, c'est sûrement du coup le père qui attaque sa fille. Voilà, ça aussi, ça choque, ça fait des esprits. Donc, c'est un journal qui a été créé en 1908. C'était un hebdomadaire qui était publié tous les mercredis. Il comptait 12 pages et se vendait à 10 centimes. Donc, vous voyez, c'est quand même un journal peu cher. Surtout pour un hebdomadaire, les hebdomadaires sont plus chers que les quotidiens, puisque il fallait plus rentabiliser les numéros, on avait moins de numéros à acheter, donc vous pouvez payer plus cher chaque numéro, et souvent ils étaient plus garnis. 12 pages, ça restait quand même plus élevé que les quotidiens de l'époque. Les quotidiens de l'époque, ça devait être à ce moment-là du 8 pages, en 1908. Donc 12 pages, voilà. Et ça se vendait quand même pas trop cher. Là aussi, on avait des unes assez violentes. On voit un homme qui attaque sa fille, c'est violent. Elles sont en couleur, mais le journal ne l'était pas entièrement. Il y avait la première et dernière page qui était en couleur. L'intérieur, lui, ne l'était pas. Donc, on voit que voilà, que la couleur est mise dans la première page qu'on va voir pour attirer l'œil, mais comme ça coûte cher d'imprimer en couleur, on ne développe pas forcément cet usage-là de manière importante. Ça reste limité par le coût d'impression. Ensuite, donc ce journal va disparaître en 1914 avec la Première Guerre mondiale. Comme un certain nombre de journaux, c'est une période compliquée pour la presse, la Première Guerre mondiale, sans trop de surprises. Il y a la censure, il y a les journalistes qui se retrouvent mobilisés sur le front. Il y a également la pénurie de papier et d'encre. Donc tout ça fait que il y a une disparition de la presse durant cette période-là. Donc on voit ça, c'est des journaux peu durables. Un qui a duré de 1905 à 1910 et l'autre de 1908 à 1914. D'autres vont être plus durables et on va donc passer à ceux-ci qui auront un peu plus d'impact et de pérennité. Donc, oui, détective. Donc, on va passer à la miniature suivante avec détective. Hop, détective. Donc là, vous avez deux unes de détective qui sont un autre journal de faits divers qui parle de crime, une porte de l'enfer. Voilà, même les titres sont impactants. C'est clair. Donc, il est fondé en 1928 par Gaston Gallimard. Et il travailla du coup pour ce lancement avec les frères Joseph et Georges Kessel. Il y aura plusieurs plumes prestigieuses qui vont participer à ce journal durant ses débuts, donc malgré le fait que ce soit un truc de fait divers, donc quelque chose qui est souvent considéré comme une sous-presse. Ah, bonjour Darklex, bienvenue dans ce live où on parle du coup de l'histoire de la presse de faits divers. Donc là, je suis en train de vous présenter quelques journaux de faits divers du début du XXe siècle. Après, on vous a fait une petite présentation de l'origine du traitement des faits divers dans l'opinion publique. Donc là, je te parle de Détective qui est créé en 1928. Donc là, je disais qu'il y avait plusieurs plumes prestigieuses qui vont participer. Donc on retrouve François Mauriac, un journaliste. Il y a également Albert Londres, dont on a parlé dans un autre live. Il y a la rediffusion sur notre chaîne YouTube, histoire d'apprendre. Donc Albert Londres qui est considéré comme le père du grand reportage. Et donc on voit qu'il a participé à également du coup ce journal de faits divers. Il était plus cher, il était à 75 centimes et pour 16 pages. Donc c'était un truc plus gros et quand même pas mal plus cher que les journaux habituels, que par exemple celui qu'on a vu avant, du coup comme je vous l'ai dit, l'œil de la police était à 10 centimes, donc on voit quand même il est 7 fois plus cher. Mais il y a quand même un certain succès, on trouve beaucoup d'images, il y a de la couleur mais pas tout le temps, comme vous voyez là sur les unes que j'ai là, ils sont en noir et blanc, mais il y en avait parfois aussi en couleur. Là aussi, l'image c'est quelque chose qui permet quand même d'attirer l'œil, d'attirer le public et de faire vendre. Vous êtes un journal qui va être très critiqué dès ses débuts pour l'utilisation de l'actualité, le sensationnel, peu recherché, peu d'informations importantes, un peu un côté, ce qu'on appelle aujourd'hui putaclic, avec des titres qui impactent. Donc ça, c'était assez critiqué. Et Joseph Kessel va répondre à ces critiques en disant « Le crime existe, c'est une réalité, et pour s'en défendre, l'information vaut mieux que le silence. » Donc il revendique le fait de mettre en avant les crimes en disant que voilà,
les crimes ça existe, donc il faut en parler. Alors oui, ça existe et il faut en parler, mais est-ce qu'il faut en parler énormément, ce qui fait que ça donne une impression qu'ils sont beaucoup plus importants qu'ils ne sont en termes d'import de volume en fait, dans le nombre de crimes qui sont beaucoup plus importants qu'ils ne sont en réalité. Voilà, c'est une question qui peut se soulever et qui se soulevait déjà à l'époque. Et après, on peut également citer Police Magazine, qui du coup, on retrouve un peu une référence à la police qu'on avait aussi dans L'œil de la police. Et ça va être du coup dans les années 30 un des principaux concurrents de Détective. Mais du coup, il va être... Donc là, c'était un journal publié tous les dimanches, qui va du coup disparaître en 1939, comme de nombreux journaux là aussi, du fait de la guerre, puis par la suite de l'occupation. Alors que du coup, Détective va continuer d'exister, il va changer de nom, ça va devenir Nouveau Détective. Oui, 75 centimes, c'était un peu cher en fait comme journal. C'était un journal qui était, comme je l'ai dit, ouais, L'œil de la police c'était 10 centimes, donc ça c'était plutôt, ça faisait partie des journaux bon marché pour un hebdomadaire. Mais 75 centimes, alors certes, c'était un hebdomadaire, donc c'était souvent plus cher du coup que les quotidiens, mais en effet, c'était quand même, voilà, c'était un journal qui était un bon prix, quoi. Donc il devait sûrement s'adresser à un public un peu plus élevé que L'œil de la police, par exemple, en termes de classe sociale. Donc voilà, on a fait là un petit tour des journaux qu'il y avait du coup dans la Troisième République sur les faits divers. Après, il y en a eu plein d'autres qui se sont développés par la suite, mais du coup, c'est pas forcément vu qu'on reste plus sur là, on arrive vraiment dans le truc très contemporain. Mais voilà, il y a eu un véritable essor de la presse de faits divers. Les faits divers, à la fois, du coup, sont de plus en plus importants dans la presse normale. En fait, la presse classique donne une part de plus en plus importante aux faits divers dans son traitement d'actualité. Mais de plus, il y a des journaux de faits divers qui sont de plus en plus nombreux, qui sont développés. Pas toujours de manière très durable, mais qui existent. Et du coup, comme je vous l'ai dit, Détective, qui est le nouveau Détective, aujourd'hui, continue du coup de marcher et de se vendre. Qu'est-ce qu'on trouve dans le texte de faits divers? On trouve un récit d'un événement déjà. Souvent, il y a un récit d'un événement, donc le fait divers est raconté, avec de l'emphase, on donne beaucoup de détails, on cherche les petits détails croustillants. Il faut faire imaginer la scène, il faut la faire vivre, il faut que le lecteur vraiment se la visualise, ait l'impression d'y être. On retranscrit des dialogues, parfois on les invente, parce que parfois on a le récit des faits, et le journaliste va un peu imaginer des dialogues là-dessus pour donner vie, il faut donner du vie aux faits. Comme je le dis, voilà, c'est donner l'impression d'y être. Ensuite, il faut aussi un peu expliquer ce qui s'est passé, expliquer pourquoi ça s'est passé, mais souvent on reste simpliste. C'est pas un journalisme de fond en cherchant à comprendre le pourquoi du comment en détail, non. On cherche une explication qui sera facilement compréhensible et qui ne demande pas trop de travail pour la produire. Donc, explication simpliste. Il y a quand même certes, on est censé, dans les presses de faits divers, parler de faits exceptionnels, mais au final, dans les faits racontés, on trouve aussi une certaine répétitivité. Par exemple, les crimes passionnels, voilà, on tourne souvent un peu sur les mêmes types de faits, mais parce que c'est les mêmes types de faits qui vont intéresser le public. Parfois, dans les presses de faits divers, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a un fait divers principal dans le journal, et puis après, il y a des petits faits divers autour. Après, voilà, il n'y a pas que les choses négatives. Certes, on parle beaucoup de crimes, de délits, de vols, d'accidents, de difformités, donc des choses qui sont pas super cool, pour le dire gentiment. Mais il y a quand même un peu de choses plus positives qui sont parfois traitées. Quand même, on essaye d'aborder des aspects plus positifs de la société. Par exemple, les sauvetages. Lorsqu'une personne qui fait un sauvetage héroïque, après voilà, il faut que ça soit héroïque, il faut que ça soit grandiloquent, encore une fois, il faut qu'il y ait des choses à raconter. Mais voilà, par exemple, il y a un cheminot qui sauve un enfant qui devait se faire écraser par un train et qui se fait écraser les jambes au passage. C'est un acte héroïque. Et là, t'as de quoi mettre l'emphase sur l'aspect héroïque, le sacrifice du cheminot, un enfant sauvé. Et donc, voilà, il y a ça aussi qui est mis en avant. Donc, c'est beaucoup en majorité des choses négatives qui sont mises. Heureusement, il y a de temps en temps des petites choses plus positives. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Mais voilà, après, à chaque fois, c'est pas des événements majeurs. Et toujours, souvent, comme je vous dis, un peu de fictionnel dans l'écriture.
Il y a des questions éthiques qui peuvent se poser autour de cette presse-là. Dans les méthodes des journalistes, par exemple, déjà, le respect de la vie privée n'est pas toujours assuré. Donc ça peut quand même être un peu problématique. Il y a aussi des journalistes qui, pour pouvoir écrire leurs articles, trouver de quoi écrire, ils vont se faire passer pour des policiers, histoire de dire je suis un policier, donc racontez-moi ce qui s'est passé, ne vous inquiétez pas, tout va bien, faites-moi confiance. Mais en fait non. Et ça normalement c'est pas très éthique, c'est pas dans la charte du journalisme, ils sont pas censés faire ça. En plus de l'aspect pas très légal de la chose quand même. Mais ça se faisait parce que c'était un bon moyen de récupérer des tuyaux, des informations, et qu'au final c'était un peu ce qui comptait. Il fallait parfois être le premier à sortir une information de fait divers, comme pour l'information en général, être le premier c'est important, et pour la presse de faits divers aussi, c'était très important d'être le premier à sortir une information, parce que comme ça, l'autre n'avait pas l'occasion, enfin les autres journaux n'avaient pas encore sorti, et ce qui est nouveau et impactant, ça fait encore plus vendre. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette presse aussi? On trouve aussi des horoscopes, ça ils aiment bien mettre des horoscopes, ça coûte pas cher à faire et ça plaît. Beaucoup de pubs aussi, histoire de rentabiliser. Aussi des informations people, ça aussi, ça rentre un peu dans le fait divers. C'est sympa l'argument d'autorité. Par rapport à quoi Metaspot, l'argument d'autorité. Ah oui, par rapport à se faire passer pour des policiers. Oui, voilà, j'avais déjà oublié de. Oui, oui, c'est tu dis des arguments d'autorité, tu te fais passer pour un flic, donc on te fait confiance. Ça, c'est l'effet, comme l'effet blouse blanche. Hein. Tu t'habilles en blouse blanche pour présenter un fait scientifique, et tout de suite on te croit. Je devrais faire ça dans mes vidéos, je devrais m'habiller en historien. Enfin, il n'y a pas vraiment de tenue d'historien, mais vous voyez, je me mets dans une vieille bibliothèque, des vieux vêtements, je sais pas, quelque chose qui fasse style historien. Je sais pas, il faut voir comment vous imaginez le cliché d'historien. Comme ça, je me déguise en ça et peut-être que j'aurai encore plus de vues. Ça peut être une méthode. Globalement, c'est une presse qui est mal vue. Hein. On voit ça un peu comme un sous-journalisme. Un journalisme racoleur et moral. On craint aussi que ça va accentuer les crimes. Parce que voilà, on dit, on montre aux gens des crimes, donc ils vont vouloir les imiter. Bon, cet argument-là, globalement, est quand même assez mis en doute aujourd'hui, mais à l'époque, on y croyait. Sous la Seconde République, par exemple, ça va être combattu pour cette raison-là. D'autres, au contraire, ils voient quand même un effet de catharsis, c'est que tu vois les choses horribles de la société, et du coup, tu n'as pas envie de les faire. Après, voilà, il y a d'autres critiques qui sont faites. Déjà, ça peut quand même accentuer les crimes sur un aspect, c'est que s'il y a un criminel qui a envie qu'on parle de lui, il y a un côté un peu, voilà, on est content, on parle de moi, je suis célèbre, c'est génial, je suis dans la presse, mais il peut être poussé à faire des crimes plus odieux, plus sanglants, plus impactants, histoire d'être sûr qu'on parle de lui. Donc ça peut être quand même un aspect problématique. Après, dans les critiques, il y a Bourdieu aussi, qui critiquait pas mal la presse de faits divers et considérait que ça faisait diversion de la vraie information. Et du coup, qu'est-ce que j'ai... Oui, j'ai aussi... Donc j'ai envie de préciser, quand je disais que aujourd'hui la presse de faits divers les faits divers sont de plus en plus importants dans la presse, c'est que quasiment tous les grands journaux aujourd'hui ont une rubrique faits divers. Alors je vais pas regarder pour tous, mais voilà, quand je regarde tape faits divers sur Google, je vois faits divers Le Parisien, faits divers Le Figaro, faits divers machin chose. Beaucoup de journaux en ont, donc... éventuellement, si ça intéresse certains d'aller regarder dans différents journaux s'ils ont tous une rubrique faits divers, et si vous en trouvez qu'ils n'en ont pas, je serais curieux de voir lesquels, et ça serait plutôt, à mon sens, positif pour ce journal. Il y a la presse locale aussi qui parle pas mal de faits divers, parce que, en plus, il y a un aspect de proximité du fait, donc ça le rend encore plus fort pour le lecteur. Ça se passe, c'est des événements extraordinaires, mais qui se passent dans un lieu qu'on connaît. Alors, par exemple, je peux en citer un qui m'avait pas mal marqué. C'est à l'époque, j'habitais en région bordelaise, et il y a eu une tête décapitée qui a été trouvée pas loin, dans un parking. Et la presse en a parlé. Alors qu'en soi, c'est pas un événement majeur, mais c'est original. Ça arrive pas tous les jours. Enfin, j'espère pour vous que ça vous arrive pas tous les jours de trouver une tête décapitée dans votre parking. Et ça m'est quand même un peu... Et je m'en rappelle encore, alors que c'était quand même genre il y a 5 ans. Donc voilà, ça montre que c'est pas qu'on s'en souvient, parce que ça impacte.
J'ai m'étais quand même imaginé la scène de t'es descends dans ton parking et t'as la tête de ton voisin qui est posée sur ton capot, quoi. Ça doit faire un choc. En tout cas, voilà, donc ça montre que... Bonjour Valérie, bonjour, bienvenue sur le live. Donc voilà, quand c'est d'un lieu qu'on connaît, qui est pas loin de chez nous, c'est toujours plus marquant. Il y a aussi une attente de la part du public de voir ces médias locaux parler de ce qui s'est passé près de chez nous. On veut être averti également. En plus, c'est des faits dont on peut être aussi témoin ou en avoir entendu parler par des gens qu'on connaît. Par exemple, quand on va au coiffeur ou au boucher, on dit Monsieur Boucher, ah oui, vous avez entendu parler, il s'est passé ça. Et du coup, on se dit, ah cool, la presse, après, elle a parlé de ce que moi je sais ou de ce que moi j'ai vu. C'est un côté un peu flatteur. Et puis, si la presse en parle pas, on se dit, ah ouais, non, mais la presse, elle est nulle, elle ne parle pas de ça, alors que moi, je suis au courant que ça s'est passé. Donc, il peut y avoir ces effets-là qui poussent la presse locale à parler de ce qui va se passer. Ben, je sais, aujourd'hui, dans l'Indre, quand je passe, j'achète pas la NR, mais il y a les NR qui peut être affichés à différents endroits, à des points de vente, où il y a des unes de NR qui sont marquées devant les magasins qui les vendent. Et régulièrement, je vois des trucs sur délinquance en hausse ou crime machin chose à tel endroit, dans tel village. Voilà, donc ça se voit, la presse locale en parle. Ensuite, autre aspect critiquable des faits divers, c'est que ça va contribuer à une ambiance de peur. Parce que comme ça parle beaucoup de crimes et de délits, ça crée un sentiment d'insécurité qui est bien plus important que la réelle insécurité. Il y a plusieurs sondages qui l'ont montré, c'est que les gens surestiment les taux de criminalité, le nombre de délits qui sont commis, le nombre de meurtres qui sont commis. Quand on fait des sondages aux gens pour leur dire, à votre avis, à combien vous estimez ça, c'est toujours bien plus élevé que le nombre réel. Et parfois, ça a un vrai impact. Par exemple, en 2002, il y a eu l'affaire Paul Voise. C'est un retraité qui a été assassiné. Et en fait, ça va faire un peu la une de la presse les 19 et 20 avril 2002. Et si vous vous intéressez un peu à la politique, je pense que si je vous parle d'Avril, qui était l'auteur de ce genre de papier, des journalistes, mais des journalistes qui souvent sont soit c'est des mauvais journalistes ou parfois c'est des journalistes qui font ça parce qu'on les paye. Enfin, ils font ça parce qu'ils n'ont pas trop le choix, quoi. Il faut vivre, et c'est pas toujours facile. Donc, jette pas forcément la pierre toujours aux journalistes. Ça, parfois si, mais c'est aussi des directions des journaux qui embauchent pour ça, qui te payent pour ça. Hein. Objectifs politiques, parfois il y en a. Et là, on va aborder, justement, j'allais aborder l'aspect de l'impact politique. Mais parfois, c'est pas toujours un objectif politique. Ça peut l'être, mais parfois c'est juste que ça fait vendre. Et donc l'objectif, c'est pas politique, mais il est financier. C'est de se faire des thunes. Si c'était autre chose qui faisait vendre, ça serait différent. Parce que on a beau dire, quand on voit des unes entretenir un climat, mais l'objectif c'est pas d'entretenir un climat de peur, c'est de se dire que un crime, quand il y a un crime, comme je vous l'ai dit, l'histoire de la tête décapitée pas loin de l'endroit où j'habitais avant, je m'en rappelle encore. Alors que voilà, j'ai même pas acheté le journal en tant que moi, mais l'information m'a marqué. Et donc je pense que quand tu passes dans ton magasin où il y a les journaux qui sont vendus et que tu as cette une qui dit une tête décapitée dans telle ville, que tu connais cette ville, tu dis oh mon Dieu, tu achètes, tu veux savoir. Donc certes, voilà, il faut pas être naïf en disant il n'y a aucun intérêt politique derrière, jamais. Mais il faut pas non plus y voir toujours de l'intérêt politique. Parfois, les gens font ça parce que c'est ce qui fait vendre. Et après, il y a un peu un cercle vicieux, c'est que ça marche bien, donc tu le fais. Du coup, les gens voient de plus en plus de crimes, donc du coup, ils ont tendance aussi à plus s'intéresser aux crimes, et ça s'entretient. Ça aussi, c'est un cercle vicieux, donc il faudrait faire vraiment l'effort de sortir. Soit nous, de notre côté, à refuser d'acheter ça, et du côté des journalistes et des organes, que ce soit de journalistes ou de l'organe de presse, de refuser de tomber là-dedans, quitte à un moment à vendre moins. Mais en tout cas, oui, c'est quand même un cercle vicieux qui est problématique. Oui, clairement, ce qui provoque du sentiment, on pareil sur les réseaux sociaux. Ce qui est diffusé, ce qui marche bien, ce qui fait le buzz, c'est des informations qui jouent sur les sentiments et surtout sur les sentiments négatifs. Ce qui choque.
ce qui rend triste. Voilà, quand je vois passer les trucs, tel enfant, regardez-le, car vous ne partagerez pas ça parce que je suis handicapé. On va souvent diffuser des trucs comme ça. Et je suis même pas sûr que souvent l'enfant derrière, enfin que les gens qui ont remis ces photos souvent sont republiées par différentes personnes qui ont souvent aucun lien avec la personne d'enfant qui est dessus. Mais tu t'es triste, oh mon dieu c'est triste, oh, je clique dessus, je partage. Et ou sinon, voilà, c'est ce qui marche aussi, c'est ce qui dénonce les scandales politiques aussi. Tu mets une image avec tel homme politique a dit tel truc avec la citation qui est un peu choquante, et ça part, ça diffuse. Et puis aussi, ce que sur des sites de droite, on met genre une image d'une personne qui s'était fait tabasser. Oui, George Floyd aussi, ça aussi, c'était quelque chose qui choquait. Alors ça choquait à raison. Et c'était pas forcément un mal qu'il y ait une réaction parce qu'il y a des soucis au niveau de la police aux États-Unis. Mais voilà, ça fait marcher plus que juste de l'explication raisonnée, argumentée. Ça, malheureusement, ça a plus de mal à marcher parce que ça demande plus de réflexion et ça joue moins sur les sentiments. Et malheureusement, en tout cas, il est attiré par ce qu'il fait. Alors, est-ce que le cerveau est attiré vraiment par les choses négatives en tant que tel? Je suis pas assez spécialiste en psychologie et neurologie. Pas du tout, en fait. Un peu en psychologie, je me suis un peu intéressé à une époque, mais voilà, juste vraiment amateur. Mais en tout cas, oui, quand nos sentiments sont touchés, on réagit. Et je pense qu'on réagit peut-être plus rapidement aux sentiments négatifs qu'aux sentiments positifs. En tout cas, voilà. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais, 19 et 20 avril 2002, je pense que certains ont deviné que le 21 avril, partout ce matin, j'ai été interpellé par une nouvelle comme quoi en Grande-Bretagne, un gros pourcentage de décès auraient été vaccinés. Je suis parvenu à vérifier la source. Mais éventuellement, si tu peux retrouver le journal, je sais pas si c'était un lien qui partageait ça ou si c'était juste une personne qui l'affirmait. Mais il faudrait du coup voir d'où vient l'information en effet et essayer de remonter. Après, qu'il y ait des gens vaccinés qui meurent, c'est pas étonnant parce que déjà il y a beaucoup de gens vaccinés en Grande-Bretagne, donc forcément dans le lot il y en a qui vont mourir. On vaccine en priorité des gens qui sont fragiles. Donc des gens qui sont fragiles ont de base une chance plus grande de mourir dans l'avenir proche. Mais voilà, après, il faut en plus trouver l'info, il faut trouver quels sont les chiffres et il faut comparer ces chiffres avec ce qui serait normal sans le vaccin. Mais ça, c'est toujours plus compliqué à faire. Ah, mais oui, le Covid, en termes de la presse aujourd'hui, même les médias en général, ça parle beaucoup du Covid. On va peut-être pas trop en parler parce que justement, on n'arrête pas d'en parler et j'avoue que je commence à en avoir marre. Mais oui, dès que tu allumes la télé, que tu regardes des infos, que tu vois un journal, beaucoup d'informations, c'est là-dessus. Ça, c'est clair. Mais parce qu'en même temps, ça impacte notre quotidien. Donc forcément, et puis il y a beaucoup de choses qui sont annulées. Donc les journalistes, ils peuvent plus parler des concerts, ils peuvent plus parler de ce genre de choses. Ah, merci Valérie pour le lien. Alors je vais pas l'analyser maintenant parce que je vais parce que voilà, il faut finir ce live. Mais je garderai ce lien et j'irai voir. Et je sais pas du coup d'où si tu suis Histoire d'apprendre sur d'autres réseaux ou si c'était sur un Discord. Mais voilà, si je peux avoir moyen de revenir vers toi une fois que j'aurai fait un peu mes recherches là-dessus pour retrouver la source de l'information. Enfin voilà. La presse, ça n'a pas beaucoup changé finalement. Oui, la presse évolue. Il y a des formats qui évoluent, il y a des médiums évoluent, mais il y a des mécanismes qui, elles, n'ont pas changé énormément. T'es sur la page Facebook Histoire d'apprendre, d'accord. Je te propose c'est que tu envoies un message à la page Facebook Histoire d'apprendre, message privé, en disant que c'est toi et que je te réponde du coup quand je retrouve des informations dessus. J'essaierai de faire ça dans la soirée, mais peut-être du coup, alors ça sera demain. Donc là, j'essaierai de faire ça au plus vite. Mais du coup, pour revenir du coup, enfin, il y a des gens qui participent en commentaire, mais du coup, je perds le fil de ce que je disais. Oui, donc, le 21 avril, voilà, j'ai reçu ton message. J'ai reçu ton message. Merci. Donc, j'ai eu la notification. Donc, 21 avril 2002, donc c'est Jean-Marie Le Pen au second tour.
et après 2 jours où un meurtre a fait la une. Et donc, on peut imaginer que ça a pu jouer à renforcer les candidats qui étaient sur la thématique sécuritaire. Et dont Jean-Marie Le Pen, du coup. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait les différences? Pas forcément. Peut-être que ça n'a pas forcément suffi. Mais quand on voit que c'était quand même assez serré entre Jospin et Le Pen, on peut se dire que d'avoir ça dans l'actualité 2 jours avant le vote, ça a pu jouer. Ça a pu jouer. Après, voilà, on est dans la politique fiction, mais ça a pu jouer. On peut citer un autre événement plus ancien et qui est donc moins connu. C'est en 1907, il y a une sordide fait divers de meurtres d'enfants. Un truc bien dégueulasse, hein, bien sale. Mais le truc, c'est qu'alors, il y avait un débat sur la peine de mort, et avec un projet d'abolition qui était défendu par le président Armand Fayer, et qui va échouer. Le projet va être repoussé. Alors, là aussi, est-ce qu'il aurait été accepté sans ça? Dur de à le dire, mais en tout cas, ce fait-là va être très important dans les débats sur ce projet d'abolition de la peine de mort. Et donc peut-être que sans ça, en 1907, la peine de mort aurait été abolie en France et pas en 1981. Donc on peut voir que entre 2002 et 1907, on peut voir que les faits divers peuvent avoir un impact non négligeable sur l'opinion publique et voire même directement sur les politiques menées. Alors qu'on peut se demander la pertinence de s'appuyer sur un événement isolé, aussi grave soit-il, pour mener une politique. Cet appel à l'émotion dont on parlait tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment gouverner uniquement avec l'émotion et à un moment donné oublier la raison? Est-ce que c'est toujours une bonne chose? On peut aussi voir une instrumentalisation du fait divers. On peut ainsi, en 1970, il y a le pouvoir, donc l'Empire, qui va mettre en avant une histoire qui a eu lieu l'année d'avant, d'un Prussien qui avait assassiné des Français. Or, en 1870, on est en guerre, du coup, contre la Prusse. Et donc, voilà, on instrumentalise un fait qui a aucun... Voilà, là, c'était un Prussien qui a assassiné des Français, mais à côté, il y a des Français qui assassinent des Français. Et en Prusse, il y avait peut-être un Français qui avait assassiné des Prussiens. Voilà. Et des Prussiens qui assassinaient des Prussiens. Et des Espagnols qui assassinaient des Italiens, ça n'a rien à voir dans l'histoire, mais voilà, c'est... La nationalité n'avait en soi aucune importance. Mais la mettre en avant à ce moment-là, ça permettait de dire, regardez les Prussiens, ils mettent en danger les Français, attention, il faut se mobiliser contre eux, c'est une menace pour notre sécurité. Donc ça permet de... Merci Metaspot d'avoir suivi la chaîne Twitch, merci. Donc voilà, ces faits divers peuvent être instrumentalisés, ils peuvent avoir un impact sur l'opinion publique, donc même si c'est des faits souvent anecdotiques, même quand ils sont graves, c'est pas des faits majeurs, ça ne change pas la face du monde, mais leur traitement médiatique a un impact réel. Et alors, pour faire ce live, je me suis appuyé donc sur mon cours du coup, mais il y a également quelques travaux, donc j'ai pas pu consulter intégralement forcément, mais j'ai lu quelques résumés, j'ai lu des articles qui se basaient dessus. Donc il y a Dominique Khalifa et Anne-Claude Ambroise Rendu qui ont écrit sur les faits divers. Et j'ai aussi un article de Mario Bérénice, le fait divers criminel dans la presse quotidienne française du 19e siècle, dans Communication et Langage de 2013. De 2 pages, un article de 2 pages qui m'a aussi aidé. Donc voilà, je vous invite, si le sujet vous intéresse à creuser plus, à consulter cet article et aller voir aussi du coup ce qu'ont écrit Dominique Khalifa et Anne-Claude Ambroise Rendu. Alors par contre, ce sont que des résumés, pour avoir l'intégrale, il faut acheter les livres. J'ai pas trouvé comment consulter gratuitement ces ouvrages-là. Oui, il y a des différences culturelles, mais dans les faits, des meurtres, il y en a dans tous les pays, entre toutes nationalités, et le mettre en avant n'est pas quelque chose de très pertinent. Je pense pas qu'il y ait beaucoup plus qu'il y avait une différence majeure de meurtre de criminalité entre les Prussiens et les Français. Après, il y a peut-être qu'il y a des études sur le sujet et que j'ai tort, hein, je suis pas non plus un spécialiste, mais voilà. En tout cas, moi j'ai fait le tour de... Oui, c'est compliqué comme sujet. Ça demande des spécialistes, ça demande des études et des chiffres et d'être spécialiste. Mais en tout cas, moi j'ai pas d'informations sur des Prussiens particulièrement criminels. En tout cas, voilà, j'ai fait le tour de ce que je souhaitais dire dans ce live. J'ai fait le tour de mes notes. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser.
Et puis ensuite, je couperai le live, qui sera disponible du coup sur la chaîne Twitch pendant 2 semaines, peut-être même 2 mois, ça va dépendre si j'ai l'affiliation qui est validée, et qui sera de toute façon mis dans les prochains jours sur la chaîne YouTube, histoire d'apprendre, que je vous invite à aller voir si vous ne la suivez pas. Du coup, c'est pareil, histoire d'apprendre tout simplement, où on fait une vidéo par semaine, ainsi que les rediffusions de live. D'accord, bah écoute, merci Metaspot pour le conseil. Après, parfois, j'achète quand même les livres, hein, parce que c'est quand même un travail d'écrire des livres. Mais c'est vrai que le budget ne permet pas d'acheter tous les livres que je souhaite consulter. Donc après, j'emprunte aussi en bibliothèque universitaire et puis je consulte ce qui est disponible sur Cairn, sur Percé, sur Google Book, Open Edition et d'autres sources comme celle-ci. J'ai aussi parfois accès à certaines sources grâce à mon statut d'étudiant. Donc voilà. Mais en tout cas, merci pour le tuyau. Ça pourrait peut-être éventuellement me servir à l'avenir pour des exposés. Parce que je suppose que j'aurai encore des choses à préparer en master. Voilà. Donc, qu'est-ce que... Oui, dans ce moi j'ai fait mon tour. Donc voilà, si vous avez des questions, des remarques. Ensuite, juste samedi prochain, je serai du coup sûrement sûrement un live jeu vidéo. Mais je sais pas encore, du coup, ce sera Among Us, si les autres sont disponibles. Et ensuite, à partir de lundi prochain, il y aura live sûrement sur mes examens. Ce sera examen, donc je ferai quand même, vous allez quand même de ma tenir des directs, mais ça sera sûrement des choses assez courtes. Quel master en histoire? Alors je vais en demander plusieurs, mais je vais essayer de me spécialiser en histoire contemporaine. Euh, donc, alors j'ai plus l'intitulé exact de celui que je voulais en priorité, mais voilà, je vais en demander plusieurs, dans plusieurs villes aussi, et je verrai où je suis pris et donc quoi. Mais en tout cas, oui, ça sera histoire et si possible vraiment histoire contemporaine, parce que c'est un peu la partie de l'histoire qui m'intéresse le plus. Et du coup, Bibliovox, c'est gratuit. Ouais, après voilà, c'est le truc, c'est que tous les ouvrages ne sont pas forcément accessibles. Il faut que... Eh bien, 2 personnes qui viennent de suivre la chaîne, merci. Merci à ceux qui suivent Histoire d'apprendre sur Twitch. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est cool. C'est cool. Parce que du coup, je suis actuellement en licence d'histoire, je suis en L3. Quels sont les débouchés? Il y a l'enseignement, déjà, qui est le débouché le plus évident. Après, il y a le journalisme, qui peut aussi éventuellement être un débouché. Il y a la recherche. La recherche, ça... alors ça, c'est plus du coup en allant vers le doctorat. Mais après, sinon, il y a travailler un peu dans la vulgarisation, dans les musées, le patrimoine. Alors de mon côté, je sais qu'il y a le musée du village où putain, vous êtes 10 personnes qui arrivent alors que le live se termine. Désolé aux gens qui arrivent, alors qu'on est sur la fin. Mais n'hésitez pas à regarder la rediffusion du coup. Les débouchés, donc il y a le musée de mon village je sais que je pourrais travailler mais ça c'est plutôt un job d'été parce que c'est un petit musée de village, ils n'ont pas les moyens d'ouvrir toute l'année, mais ça peut me faire des petits boulots. Après voilà, il y a d'autres musées, il y a tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est visite de château. Et après ouais, YouTube comme débouché, mais ça c'est dans la vulgarisation. Après pour l'instant, Histoire d'apprendre n'a pas forcément un but d'en faire vraiment une activité professionnelle, j'en suis loin. Pour l'instant, la monétisation c'est entre 15 et 20 euros par mois, donc c'est pas avec ça que je vais remplir le frigo. Après, n'hésitez pas à donner sur notre Tipeee. Il y a un lien en description de nos vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nous donner 1000 euros par mois pour que je puisse en vivre dès maintenant, écoutez, faites-vous plaisir. Mais si vous êtes Bill Gates, faites-vous plaisir. Mais sinon, voilà. Par contre, Histoire d'apprendre peut être un argument éventuellement pour être embauché dans un magazine qui parle d'histoire, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui me plairait écrire pour un magazine. Ça serait quelque chose qui me botterait, ou présenter une émission d'histoire sur une radio, par exemple une radio locale dans le Cantal et parler de l'histoire du Cantal. Ça peut être quelque chose qui me plairait. Et donc le fait d'avoir des réseaux importants qui parlent d'histoire surtout la page Facebook avec 50 000 j'aime dessus, ça peut être un argument du coup sur le CV.
Après, c'est surtout les vues, quoi. Pas histoire d'apprendre, ça reste sur YouTube encore quelque chose d'assez petit, donc forcément la monétisation rapporte pas des masses. Je ferai 10 fois plus de vues, ben, je gagnerai plus, c'est clair. Mais voilà, après pour l'instant, l'argent que je gagne avec histoire d'apprendre est uniquement là pour investir, pour améliorer le projet. En fait, je mets de côté pour pouvoir acheter du matériel cet été et pouvoir du coup avoir des vidéos de meilleure qualité sonore, meilleure qualité visuelle, peut-être un meilleur montage. Pareil pour Twitch, j'améliorerai le son, je vais améliorer aussi peut-être le setup, peut-être du coup pour avoir aussi un matériel qui me permet aussi d'avoir la caméra en même temps, parce que pour l'instant c'est que la caméra déjà elle lag parce que la connexion est enfin du mal à gérer à la fois la caméra, la diffusion de Twitch, enfin tout ça en même temps ça lag un peu, et puis la caméra, la web c'est la webcam de l'ordi, donc c'est un peu pixelisé. Bref, parlez-vous de la technologie de la Seconde ou Première Guerre mondiale. Alors j'ai parlé un peu de la guerre mondiale, mais pas forcément sur l'aspect technologique. L'histoire des techniques et des sciences, ça peut être intéressant aussi. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça fait pas partie de la liste des sujets que j'ai prévu de traiter, mais c'est un sujet intéressant aussi. Donc pour l'instant, j'ai parlé de la presse pendant la Seconde et la Première Guerre mondiale. J'ai parlé un peu de Seconde Guerre mondiale, j'ai en parlé aussi, j'ai parlé de la résistance, j'ai parlé de plusieurs aspects, mais l'aspect technique et scientifique, pas encore. Pas encore, mais... Alors, ça n'est pas partie de la liste des sujets non plus, donc c'est pas quelque chose auquel il faut vous attendre dans les médias, mais peut-être un jour. Si je dois préparer quelque chose pour les cours dessus, bah évidemment, ça, je vais en parler. Et peut-être un autre jour, je me dirai, tiens, ce sujet, voilà, j'ai envie d'en parler. Il y a tellement de sujets possibles en histoire, c'est énorme. C'est énorme. J'ai une liste de sujets déjà très longue que j'ai envie de faire. Mais en tout cas, voilà. Si c'est quelque chose que vous voulez voir, bah, ça sera pas tout de suite, en tout cas. Voilà, en tout cas, je vais couper le live là, parce qu'il est déjà 19h. Et que voilà. Donc, merci d'être venu. C'était ravi. Je suis content. D'habitude, il y a moins de monde et moins de monde qui participe. Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec des gens et de pouvoir échanger. Ça rend toujours le live plus vivant. Donc n'hésitez pas du coup à venir tous les lundis, tous les samedis soirs si vous êtes disponible. Donc le samedi soir c'est souvent à partir de 21h et le lundi à 18h15. N'hésitez pas à nous suivre également sur notre page Facebook Histoire d'apprendre et notre chaîne YouTube également Histoire d'apprendre. Vite pour avoir donc sur YouTube il y a une vidéo par semaine, plus les rediffusions de live. Alors il y aura peut-être du coup en début mi-mai des vidéos un peu plus courtes ou moins de vidéos parce que je serai pas en période d'examen et j'ai un peu d'avance mais ça va pas tenir jusqu'à la fin des examens. Donc il y aura ça, voilà, il y aura sûrement peut-être que des diffusions de live en fin d'examen. Et sur Facebook, vous aurez une publication par jour. Ça va continuer sur un événement dont en fait du coup l'éphéméride ce jour-là. Donc aujourd'hui c'est sur les livrets ouvriers, donc ça va sortir, la publication on la mettra d'ici 1 heure ou 2.